Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Marie-Agnès Caderby, avec qui nous allons parler d'endométriose. Mais avant de lui laisser la parole, je voudrais faire un fémage à Clémence Moulet-Moukouri, la présidente de l'association Find Yourself. C'est grâce à son événement, le mois de l'empowerment, que j'ai eu l'occasion de rencontrer mon invité du jour. Ceci étant dit, Marie-Agnès, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Marie-Agnès Caderby, j'ai 38 ans, je suis atteinte d'endométriose profonde et je suis dans la vie responsable de salle de sport, donc coach sportif et responsable de salle de sport, et aussi coordinatrice filière de soins endométriose pour l'association Endomind. Très bien. Pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu nous expliques qu'est-ce que l'endométriose et s'il y a des chiffres clés à connaître. Et qu'est-ce qu'Endomind aussi dans la foulée. Alors, on va commencer par la présentation d'Endomind parce que ça sera plus rapide. Donc, Endomind, c'est une association de patientes qui a été créée en 2014, donc qui répondait à l'époque et qui répond toujours à une méconnaissance en fait de la maladie et surtout au problème d'errance médicale. Donc, dans le cadre de l'endométriose, il faut savoir qu'il y a en moyenne entre 7 et 10 ans d'errance médicale avant d'avoir un diagnostic et une prise en charge adaptée. En tout cas, on essaye qu'elle le soit. Et donc, Endomind travaille auprès des patientes, auprès des institutionnels. Elle a travaillé dans l'élaboration de la stratégie nationale de 2022 autour de l'endométriose. Elle est présente sur tout le territoire français et elle organise 2 grands événements dans l'année. L'Endomarche qui est ce samedi, enfin pas ce samedi mais c'est en mars en tout cas, et aussi le l'Endorun une fois par an en général vers octobre-novembre qui permet de lever des fonds pour la recherche sur l'endométriose. Et Endomind a aussi créé la fondation de recherche endométriose qui permet depuis 2 ans de donner des fonds de recherche à des équipes de chercheurs français qui prennent comme sujet l'endométriose. Ensuite, concernant l'endométriose en elle-même, qu'est-ce que c'est que l'endométriose ? C'est une vaste question. Aujourd'hui, on a une réponse, mais elle peut bouger parce qu'on n'a pas vraiment de recherche sur le sujet. Mais l'endométriose est une maladie, on va dire, multifactorielle et qui a pour conséquence des douleurs assez importantes au moment des règles. En tout cas, ça, c'est le symptôme le plus important. On pense que c'est une maladie qui est due à la migration de tissus qui ressemblent au tissu de l'endomètre. Donc l'endomètre, c'est la paroi qui tapisse l'utérus et qui est évacuée tous les mois pendant les règles. Et il semblerait qu'il y ait des cellules qui ressemblent à ces cellules qui migrent sur des organes, en tout cas hors de la cavité utérine, et qui créent des problématiques comme des kystes d'endométriose, des adhérences, et qui vont un peu se loger partout. Il faut savoir qu'il existe aujourd'hui 3 types d'endométriose. Il y a l'endométriose superficielle, l'endométriose ovarienne et l'endométriose profonde. Il n'y a aucun lien entre le type d'endométriose et le retentissement des symptômes sur la vie des femmes atteintes. Donc, c'est vraiment complètement décorrélé. On peut avoir une endométriose superficielle et souffrir énormément et avoir une endométriose profonde et n'avoir aucun symptôme. Donc voilà, c'est une maladie qui aujourd'hui est mal connue dans sa façon d'agir, de se développer, de démarrage, etc. On a peu de données, mais depuis 2-3 ans, ça commence un peu à bouger, donc on espère quand même à un moment donné avoir des données un peu plus chiffrées pour pouvoir donner du poids à nos hypothèses, on va dire. Du coup, je voudrais rebondir pour que tu puisses nous expliquer la différence entre endométriose superficielle, ovarienne et profonde pour les personnes qui ne connaissent pas le sujet. Et aussi peut-être nous donner un petit contexte, par exemple, combien de femmes sont atteintes d'endométriose pour qu'on puisse avoir une vision de la situation.
Ok, alors la différence, c'est que donc l'endométriose superficielle, comme son nom l'indique, ce sont des tissus qui viennent, qui n'entrent pas je vais pas utiliser de nom scientifique, mais qui restent, enfin juste déposés sur les organes et qui ne s'infiltrent pas dans les organes, on va dire, un peu de façon vulgaire, voilà. L'endométriose ovarienne, c'est souvent représenté par des kystes d'endométriose. Donc, on appelle ça les kystes de sang, les kystes noirs, qui sont sur les ovaires, qui impactent souvent non pas la qualité des ovocytes, mais souvent la quantité des ovocytes d'une femme. Et ensuite, l'endométriose profonde, c'est quand on a des adhérences, des atteintes, donc qui vont infiltrer les parois des organes. C'est-à-dire, quand on parle de profonde, en général, on a des atteintes au niveau urinaire, au niveau digestif, au niveau des ligaments utérosacrés, voire parfois dans de rares cas au niveau du diaphragme, etc., etc. Donc voilà les différences. Et encore une fois, les différences en termes de symptômes, aujourd'hui, on n'a pas de lien direct. On peut pas dire à une femme qui a une endométriose profonde, c'est sûr que vous devez avoir très mal. C'est souvent le cas, mais c'est pas une généralité. En termes de chiffres, aujourd'hui, il faut savoir que les chiffres, pas, comme pour tout dans l'endométriose, ce sont des chiffres estimés. Mais aujourd'hui, étant donné l'errance de diagnostic autour de cette maladie, cette difficulté à avoir des données chiffrées, on pense que ce chiffre est vraiment inférieur à la réalité. Donc aujourd'hui, on est sur un chiffre qui varie entre 1 million, 1,5 million à 4 millions de femmes. Donc 1 à 2 femmes sur 10 en France. Ça marche, merci de ces précisions et du coup, je voulais embrayer avec la question, qu'est-ce que ça fait de vivre au quotidien avec cette maladie? Alors, qu'est-ce que ça fait de vivre au quotidien avec cette maladie? Il faut savoir que l'endométriose, elle impacte tout le quotidien d'une femme atteinte. C'est une maladie, comme on dit, multifactorielle avec une prise en charge holistique parce que elle empêche la personne atteinte, quand il y a des symptômes, attention, d'exécuter les actes de la vie normaux, d'aller au travail, d'aller à l'école, de répondre aux invitations des proches, de faire du sport, de faire des activités de vie normales. Elle peut aussi impacter la fertilité. C'est la première cause d'infertilité en France. J'aime pas trop ce mot infertilité, mais c'est ce qui est utilisé dans le langage commun. Moi, je parlerais plus d'hypofertilité. Parce que non, quand on est atteint d'endométriose, nous ne sommes pas stériles. Il faut bien le préciser. Les cas d'incapacité à porter un enfant, je crois que c'est moins de 10% des endométrioses. Donc, on va dire que 40% sont impactés dans leur fertilité. Et dans ces 40%, il y a peut-être 10% qui ne vont pas réussir à avoir d'enfants. Mais pour le reste, avec la procréation médicalement assistée et tous les progrès que la médecine a pu faire sur le pan de la fécondation in vitro, les projets d'enfants se concrétisent dans, pour le coup, 80-90% des cas. C'est vrai, merci de ces précisions, parce que c'est vrai que peut-être une femme qui a atteint d'endométriose, ça peut faire peur, pour son rapport, à la maternité. Donc, déjà avoir, ces insights, c'est déjà plus rassurant, même si après, ça dépend de chaque femme, de comment elle est atteinte. Et du coup, ça m'amène à ma question. Toi, à quel moment tu as eu le diagnostic, de l'endométriose? Alors moi, mon diagnostic, il a été posé très tardivement. J'ai eu 15 ans d'errance médicale. Le diagnostic, il a été posé à l'âge de 28 ans. Et donc, moi, j'avais eu mes premières règles dès l'âge de 12-13 ans. Ce diagnostic, c'était un autodiagnostic. J'aime bien le dire parce que ça légitime aussi le rôle des personnes qui parlent de l'endométriose. Il faut savoir que j'ai toujours consulté des médecins, des gynécologues, des infirmières scolaires, etc. Et aucun professionnel de santé ne m'a parlé de cette maladie. Et c'est vraiment par un hasard, un heureux hasard. Je ne sais pas si heureux, c'est le terme approprié, mais oui, je pense que de savoir ce qu'on a, c'est plutôt une bonne chose. En passant sur les réseaux sociaux, j'ai une amie de l'époque qui avait mis un post sur les symptômes de l'endométriose. Et ce post, en fait, invitait les personnes qui avaient les symptômes à consulter un professionnel formé à l'endométriose. Et c'est comme ça que j'ai pu
prendre rendez-vous avec un gynécologue formé et tout de suite le diagnostic a été posé après un questionnaire et une échographie endovaginale. En fait, ça me fait penser, en fait, quand j'avais assisté à la table ronde de Find Yourself et que du coup je t'avais rencontré, c'était aussi sur le cadre de l'endométriose et je me rappelle en fait que, quand tu étais dans cette, période d'errance, en fait, il y avait même par exemple des personnels, de santé qui, te disaient des remarques: «Non mais c'est bon, tu une femme, tu vas avoir tes règles toute ta vie». Enfin, je trouve ça hyper violent en tout cas, comme remarque et enfin cette incapacité à se mettre à la place de l'autre, je trouve ça assez assez surprenant, assez dingue en vrai. Bah, en fait, c'est ça qui est quand même, on va dire, traumatisant. Moi, je pense que ce qui m'a plus traumatisé, bon, il y a les douleurs, ça c'est certain. Ça, oui, c'est quelque chose de traumatisant. Mais au-delà de ça, ce qui est hyper traumatisant, surtout quand on est une jeune femme, parce qu'il faut savoir que c'est vraiment ça c'est quand on est en pleine construction, de penser à l'adolescence, 13, 14 ans, on est entre l'enfant et la jeune femme, enfin l'adolescente quoi. Et on pense que les adultes en fait sont là pour nous et pour nous aider. Et en fait, on se rend compte que on est seul face à des douleurs auxquelles on donne aucune légitimité. Et c'est très dur de se construire en tant que femme dans le silence, en fait, de ce qu'on ressent. Et je pense que c'est cette dimension mentale et de développement personnel qui est sous-évaluée dans l'errance de diagnostic parce que ça impacte énormément tout le reste en fait de la vie d'une femme atteinte. Personnellement, ça a impacté mon rapport aux autres et surtout aux hommes et aux figures dites d'autorité parce que au final, j'étais dans une défiance de tout parce que je me suis jamais sentie ni écoutée, ni comprise, ni rien du tout. Et encore plus, cette défiance, elle était encore plus forte quand le diagnostic a été posé. Parce que là, j'en ai vraiment voulu aux gens. J'ai été très en colère. J'étais soulagée, mais j'étais en colère. Oui, parce qu'en plus, on t'a pas du tout pris au sérieux alors que, tu étais malade, enfin et c et du coup, je me disais: «Qu'est-ce qu'il faudrait faire, du coup, pour que sensibiliser ces personnes-là?» Même si tu me disais que maintenant on en parle plus depuis 2 ans, enfin, j'imagine que c'est depuis l'allocution du président Emmanuel Macron que les choses ont commencé un peu à bouger, mais du coup, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sensibiliser ces personnes, à ce sujet-là? Il y a déjà pas mal de choses qui sont en cours, hein. Il faut se rassurer. Moi, je suis très positive et pleine d'espoir dans la suite autour de l'endométriose. Il y a énormément de choses qui sont pas spécialement médiatisées et dont on parle pas assez. La stratégie nationale, c'est un vrai avancement dans l'endométriose, surtout par le fait d'avoir créé des filières de soins endométriose sur toutes les régions de France. Et donc, ces filières de soins, elles ont été lancées depuis un an et demi. Il y a eu des régions pilotes, donc entre autres Île-de-France, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne. Et là, les autres sont en train de se structurer. Et le but de ces filières, c'est de former les professionnels de santé, de les intégrer dans un parcours de soins gradué et de surtout identifier ces professionnels sur le territoire et pouvoir mettre à disposition un annuaire de professionnels formés vers lesquels les femmes atteintes pourront se diriger. Donc il y a quand même des choses et donc ces professionnels, que ça soit même au niveau, il faut savoir que cette stratégie nationale, elle est interministérielle. Ce n'est pas une stratégie portée que par le ministère de la Santé. Elle implique le ministère de l'Éducation nationale, elle implique le ministère du Travail, elle implique le ministère de l'égalité de hommes-femmes, elle implique le ministère de la Santé, bien entendu, le ministère du Sport. Donc voilà, il y a énormément de ministères qui sont euh, concernés par cette stratégie et qui vont œuvrer pour que les professionnels qu'une femme va croiser pendant son parcours puissent être sensibilisés, formés, et s'ils ne sont pas capables de prendre en charge, en tout cas, ils auront les bons réflexes pour pouvoir orienter ces femmes au sein d'une filière organisée.
Ouais, parce que tu me dis, c'est hyper important parce que ça permet vraiment de rassurer les femmes atteintes d'endométriose parce qu'elles savent vers qui se tourner et elles vont plus être dans le doute ou est-ce que je vais rencontrer quelqu'un qui va pas me prendre au sérieux? Donc c'est vrai que je trouve que tu as raison, c'est un vrai avancement et c'est chouette que les choses évoluent dans ce sens-là. Et du coup, ça m'amène à une autre question, parce que là, on parlait pour celle de santé, mais une femme atteinte d'endométriose, comment elle peut prendre soin de sa santé mentale? Et toi, comment tu fais pour prendre soin de ta santé mentale? Alors, il faut savoir que l'endométriose, le symptôme le plus, on va dire, handicapant, ça va être la douleur, la gestion de la douleur. Et il faut déjà comprendre le mécanisme de la douleur. Et il faut savoir que l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire. Il faut savoir que le stress est l'agent inflammatoire par excellence. Donc, il est important d'être dans un environnement apaisant. Donc moi, pour le coup, c'est vrai que j'ai effectué un gros nettoyage dans ma vie personnelle et professionnelle. J'ai changé de métier en 2020. J'étais dans l'immobilier pendant des années. Alors, j'ai pas eu que des mauvaises expériences dans l'immobilier, mais j'ai eu 2 expériences, une très bonne avec ma dernière entreprise pour laquelle je travaillais, qui a vraiment bien, enfin, pris en charge ma maladie, etc. Et une dans une entreprise plus familiale juste avant où pour le coup ça a été très très difficile pour moi. Et à ce moment-là, c'est vrai que mon endométriose était à son summum. Et j'ai compris en fait que mon état mental impactait énormément mon état physique. Donc j'évite d'être dans des situations qui me stressent. J'ai appris à dire non. Je n'ai pas envie ou je ne veux pas. J'ai appris je pense que la clé, c'est vraiment de se mettre en premier. Alors, les gens ont peut-être beaucoup de mal dans une société où on prône le fait de prendre soin des autres, etc. Mais il faut savoir qu'on peut pas prendre soin des autres si on est soi-même, on prend pas soin de soi. Donc c'est un peu compliqué. Donc je pense que déjà de se prioriser, de savoir dire non et de se sentir légitime à le dire. Moi, je sais qu'avant, j'osais pas dire non à des invitations, j'osais pas dire non à des lieux, à des lieux qui potentiellement auraient un impact sur ma maladie, par exemple des concerts ou ce genre de choses. Moi, je sais que je peux pas rester longtemps debout à rien, enfin debout ou assise longtemps. Alors, je sais que ça va me générer une crise et je refuse. Et parfois, ben, si on est dans un entourage qui ne comprend pas, moi, j'ai eu un entourage qui a sous-estimé ou voilà, qui n'a pas pris au sérieux. J'ai eu un conjoint comme ça aussi euh, et qui me faisait culpabiliser. Non, je pense que il faut aussi se faire aider. Je suis allée voir un psy qui m'a vraiment aidée à comprendre ce qui se passait, à me dire que j'étais légitime dans le fait d'être malade et de vivre ce que je vis et que il faut que mon entourage le comprenne et l'accepte parce que moi je n'ai pas le choix que de l'accepter parce que c'est une maladie incurable et qu'elle fait partie de ma vie. Donc ceux qui doivent faire partie de ma vie doivent aussi accepter l'endométriose parce que je ne peux pas l'enlever. Enfin, je peux pas la retirer de moi. Ça fait partie de moi, donc donc c'est on prend le package quoi. Donc sinon on prend rien. Oui, c'est très important ce que tu nous dis d'apprendre à mettre ses limites et de s'entourer, de bonnes personnes. Parce que comme tu le disais, ce que j'ai compris, c'est vrai que dans un environnement qui est toxique, ça peut amplifier davantage les douleurs, parce que, le physique et le mental sont très liés. Et du coup, ça m'amène à la question, comment on fait pour reconnaître un environnement qui est toxique? Bah moi je pense que c'est très simple. C'est un environnement qui fait nous sentir mal à l'aise. C'est-à-dire mal à l'aise d'exprimer ce qu'on ressent, mal à l'aise d'exprimer ce qu'on est, euh, et un environnement qui est culpabilisant. Ça, c'est un environnement très toxique pour quelqu'un qui est malade. Enfin, de manière générale, hein, la maladie, ça rajoute, on va dire quelque chose, mais de manière générale, un environnement culpabilisant et dans lequel on ne se sent pas libre de s'exprimer, ce n'est pas un environnement dans lequel il fait bon vivre, ou en tout cas, c'est pas un environnement qui va apporter la sérénité dont on a besoin pour vivre. Donc ce genre d'environnement, il faut vraiment en sortir.
très juste ce que tu dis et du coup, toi, comment tu as fait, bah, du coup, pour te créer, ton environnement, bienveillant? Ah bah, alors moi, ça a été très simple. Comme on dit, la porte, ça a été vraiment la porte. Non, mais blague à part, je me suis. Il faut savoir que j'ai pris mes distances avec beaucoup de personnes, euh, sans pour autant faire de drama ou d'avoir des querelles ou voilà. Mais c'est des personnes qui ne m'apportaient pas. Et quand j'y m'apportais, je parle pas intérêt financier ou etc. Qui en fait ne m'apportaient pas dans ma vie de malade et au contraire. Donc petit à petit, je pense que les distances, elles se mettent, plus on se rapproche de soi et plus les choses se font naturellement. C'est pour ça que, à partir du moment où on se met en premier, les choses se font naturellement. J'ai pas eu besoin de dire ah je ne veux plus de cette personne dans ma vie. C'est petit à petit, on s'est moins fréquenté, on s'est moins vu et on s'est moins parlé. Et au final, il ne reste que les personnes, on va dire de qualité entre guillemets, donc qui sont bien entendu peu nombreuses, mais au final, quand on est bien avec soi-même, on n'a pas besoin de beaucoup de personnes autour de soi. Donc je pense que le secret, ça serait, je pense, de prendre soin de soi et automatiquement le reste viendra. De se concentrer sur soi, de se prioriser et automatiquement, les bonnes personnes resteront, les autres partiront. Je dis pas qu'elles sont mauvaises, c'est juste que c'est des personnes qui seront peut-être pas encore dans la même démarche de prendre soin d'elles, etc., qui ont besoin encore de temps et d'expérience, de vie, etc., pour pouvoir être bien avec elles-mêmes et donc bien avec les autres. Donc je pense que c'est pour ça que je jette pas du tout la pierre aux gens avec qui j'ai plus d'interaction aujourd'hui. C'est des gens que je peux recroiser avec qui je vais pouvoir avoir un moment, voilà. Mais je pense que c'est pas des gens mauvais. Faut arrêter de dire le monde est méchant. Non, le monde n'est pas, tout le monde n'est pas méchant. Le monde n'est pas méchant. Mais il y a des gens qui ont encore besoin de travailler vers eux, quoi. Oui, ce que tu dis d'un côté, je suis d'accord avec toi, c'est mieux de favoriser, la qualité à la quantité et d'être en phase avec des personnes, bah, qui peuvent comprendre ce que tu ressens. Parce que, bah, quitte à avoir un entourage bienveillant, il faut s'entourer, des personnes qui nous comprennent ou qui du moins qui essayent de te comprendre et je sais que tu parlais de santé mentale, enfin de prendre, soin de toi. Du coup, ça m'amène à la question, quel conseil tu pourrais donner à une personne, qui pourrait prendre soin d'elle? Toi, je sais que tu as parlé, bah, du coup, tu avais vu une psy qui t'avait beaucoup aidée. Je sais aussi que, tu es très sportive, Oui. donc pour partager tes insights, ce sera avec plaisir. Alors, je pense que déjà, parler à quelqu'un de neutre, ça fait beaucoup de bien. Moi, je pense que le fait de voir un professionnel de santé, ça m'a vraiment permis de voir les choses sous un autre angle et, euh, et de comprendre certains mécanismes dans mes relations personnelles et professionnelles. Parce que je me sentais vraiment coupable par exemple, quand je m'absentais au travail, je me disais, oh là là, je mets mes collègues dans l'embarras, je les abandonne, ils vont galérer sans moi. Et en fait, ça a décuplé mes douleurs et mon mal-être. Et dans mes relations personnelles, c'était, oh là là, mon conjoint, il est frustré à cause de moi, il est malheureux à cause de moi. Alors qu'en fait, ben non, en fait, il l'est peut-être, mais c'est pas de ma faute. Enfin, genre, j'y peux rien, quoi. J'ai pas la maîtrise, donc ça m'a beaucoup aidé le professionnel de santé à lâcher prise et à surtout mettre de l'énergie sur des choses qui sont bah, changeables par moi et surtout de laisser passer, de laisser couler les choses sur lesquelles je n'ai aucune maîtrise et de ne pas me culpabiliser pour ça parce qu'en fait, ben, ce n'est pas de mon fait. Je le fais pas exprès. Je n'ai pas décidé d'être malade. C'est pas un choix. Donc à partir de là. Ça sert à rien de voilà rajouter de la frustration sur la frustration déjà existante. Donc voilà. Et après le sport et le bien-être. Et au-delà du sport et le bien-être, c'est du temps pour soi. Moi, je me fais régulièrement masser. Je fais souvent des soins. Quand je me sens un peu fatiguée ou que je sens que je suis un peu down en termes d'énergie, je dois m'abandonner et accepter de me faire aider ou que quelqu'un d'autre puisse m'aider à aller mieux et ça, c'est important. Donc, au-delà du fait que oui, je fais beaucoup de sport et ça aide aussi énormément, je pense, le sport à gérer la douleur. Mais en termes de repos mental, etc., parfois, il faut juste s'abandonner à quelqu'un. Avoir cette sensation de pouvoir lâcher prise et juste faire des bulles de reset. Donc voilà, ça, c'est un peu mon astuce. Merci pour tes astuces, mais ça me rappelle, encore une fois la table ronde Find Yourself parce que du coup tu parlais, de ton travail et je sais qu'à un moment donné à ton travail, tu avais un
professionnel, je sais pas si c'était ton patron ou à cette époque, qui t'avait aidé à te faire reconnaître en tant que travailleuse handicapée? Ouais, donc si tu peux nous en parler? Alors oui, en fait, comme je disais plus tôt, j'ai eu 2 expériences, complètement opposées. Donc je travaillais dans une petite entreprise, immobilière, pendant presque 7 ans avec, vraiment une dimension familiale, pas de RH, un côté un peu, le chef et son équipe, et un côté old school de, pas de travail à la maison, enfin bref. On peut pas s'absenter, on va pas en congé, oui, parce que je suis partie de cette société avec 42 jours de congés payés non pris. Oui, oui, oui. Donc voilà, voilà, quand j'avais des crises, j'allais à l'hôpital par moi-même avec des Uber, et bref, c'était vraiment catastrophique, catastrophique. Et derrière, j'étais dans une entreprise un peu plus grande, euh, une entreprise en plus cotée en bourse et tout. Et là, en fait, j'ai mon manager, mon N+1, qui a décelé tout seul le fait que j'étais pas bien de façon cyclique tous les mois. Et en fait, au bout d'un moment, j'étais en période d'essai en plus. Il est venu me voir, il m'a convoqué, il m'a dit oui. Alors, je sais que tu n'es pas obligé de me le dire, mais la meilleure amie de ma femme est atteinte d'endométriose et j'ai l'impression que toi aussi. Donc, tu n'es pas obligé de me le dire, mais si c'est le cas, il faut que tu prennes rendez-vous avec la médecine du travail pour pouvoir faire un dossier RQTH parce qu'il faut ton, que, que les répercussions soient reconnues et qu'on puisse t'aider. Et c'est vrai qu'au sein d'une entreprise, on a souvent des cases. Et il me disait, le problème, c'est sans reconnaissance, ça sera compliqué de justifier des aménagements, alors que si on a la reconnaissance, ce sera plus simple de demander des aménagements de poste. Donc vas-y et tout. Et là, ça a été hyper simple. Les RH m'ont pris rendez-vous. J'ai eu l'assistante sociale de la médecine du travail qui m'a aidé à monter mon dossier avec mon médecin traitant. J'ai eu ma RQTH en moins de 3 mois. Et après, télétravail, aménagement de poste. J'avais des petits tips. J'avais le droit d'avoir ma bouillotte et une Swiss ball et un tapis de sport dans mon bureau. Bref, en fait, des petites choses, mais juste ça, en fait, c'est hyper important. Et il faut savoir que les associations de patients travaillent beaucoup là-dessus. Surtout la Fondation de recherche endométrieuse qui a développé un programme EndoPro qui permet en fait d'aller faire des audits au sein des entreprises et de pouvoir leur proposer des plans d'action pour la prise en charge de l'endométriose au sein de l'entreprise, que ça soit la formation des managers, la sensibilisation des salariés, l'aménagement de certains postes, etc. En gros, il y a un audit qui passe avec des questionnaires qui sont bien sûr complètement confidentiels et qui derrière permettent à l'entreprise d'analyser, de pouvoir répondre au mieux et de façon complètement qui colle à l'entreprise, la dite entreprise en question, et de mettre en place les moyens nécessaires. Mais en tout cas, c'est hyper important ce que tu dis et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément au courant, de ces choses, enfin de tout ce que tu nous De ce dis, qui du se plan passe. d'action, de ce qui se passe, voilà exactement. Alors que c'est, vraiment essentiel et mais du coup, enfin, pour être reconnue en tant que travailleuse handicapée, en fait, c'est un dossier administratif à monter avec, des pièces à fournir, c'est quelque chose, dans ce type-là? Alors en fait non, il y a deux choses en fait dans le cadre de l'endométriose que tu peux faire. Donc il y a deux possibilités qui sont complètement distinctes. La première, c'est la reconnaissance en affection longue durée 31, ALD 31, qui elle demande 3 critères cumulatifs qui sont très très stricts et ça permet de prendre en charge à 100% les frais médicaux et surtout les arrêts maladie sans jour de carence. Donc ça c'est un premier point. Et l'ALD 31, aujourd'hui, on a la CPAM, donc la Sécurité sociale, est en train d'harmoniser les critères auprès des médecins conseils de toutes les régions pour que cette attribution soit beaucoup plus juste et qu'elle soit harmonisée en fait sur le territoire national et qu'il n'y ait pas de différence d'une région à une autre dans l'attribution de cette reconnaissance ALD d'un territoire à un autre. Donc là, ça c'est pareil, c'est aussi les associations de patientes qui ont fait remonter ça auprès du ministère et le ministère a fait ce travail-là fait actuellement ce travail-là avec l'assurance maladie. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et le deuxième point, c'est la RQTH, donc c'est auprès de la maison départementale des personnes porteuses de handicap, la MDPH,
Et en fait, c'est un document que le médecin traitant va remplir, mais dans lequel il faut vraiment expliquer les répercussions que la maladie a. C'est-à-dire vraiment en quoi ça vous empêche, par exemple, d'aller au travail, ça vous empêche de faire certaines choses, etc., etc. Et ça, vous pouvez être refusé en ALD parce que bah, comme il y a 3 critères, et si vous en avez un des 3 qui n'est pas là, bah, vous l'aurez pas. Mais avoir la RQTH, c'est complètement différent. Et la RQTH, ça vous permet de pouvoir demander des allocations adultes handicapés, le AAH, des cartes de stationnement, des cartes prioritaires, etc., des aménagements de poste au sein de l'entreprise. Merci en tout cas, de nous avoir éclairé à ce sujet parce que c'est vraiment hyper important et s'il y a des femmes qui sont atteintes d'endométriose, je les invite très fortement à se renseigner à propos de ces sujets-là pour que ça puisse les aider et en plus ça pourra aussi les aider à en parler, à leur travail, d'avoir, ces preuves on va dire, s'il faut passer par là. Et du coup, je me disais aussi, enfin, comment une femme, enfin, elle peut en parler à son travail, enfin, du coup, elle peut présenter, des documents comme ça, mais comment elle peut introduire ça, comment elle peut en parler à son travail? Car des fois, ça peut être un peu délicat vu que c'est un sujet quand même, intime, donc quels seraient tes conseils, là-dessus? C'est très délicat. En fait, je peux pas vraiment donner de conseils parce que ça dépend vraiment de l'entreprise et de la politique d'entreprise. C'est compliqué de dire ah pas de souci, il faut y aller, etc. En tout cas, il faut savoir que quand on fait des demandes, que ce soit de l'ALD ou la RQTH, c'est complètement personnel. L'employeur n'est pas informé de ces reconnaissances. Donc il faut savoir que je pousse les femmes à les faire. Faut pas qu'elles aient peur que l'employeur soit au courant. Après, libre à elle de le faire connaître à l'employeur ou pas. Moi, je pense que c'est bien de le faire connaître parce que à partir de là, vous êtes salarié protégé. Donc, si derrière, surtout pour la RQTH, hein, si derrière il y a des tentatives de harcèlement ou ce genre de petites choses pas très sympas, le fait que l'employeur ait connaissance de l'état de la personne, ce sera toujours un plus pour la personne. Moi, ce que je conseille, c'est si on peut éviter de le faire pendant la période d'essai, c'est quand même mieux. Enfin, de le déclarer. Moi, personnellement, ça ne m'a absolument pas impacté parce que j'avais un manager très bienveillant et c'était pendant ma période d'essai et j'ai quand même été validée et j'ai eu mon CDI derrière et j'ai eu mon évolution derrière. Enfin, ça n'a rien changé dans mon travail, mais je suis très consciente pour avoir eu des retours et des témoignages que malheureusement, c'est un cas isolé. Voilà, ce qui s'est passé pour moi, je pense pas que tous les managers ou des entreprises puissent voir ça de la même façon que mon N+1 de l'époque. Donc je pense que il faut faire les démarches et après chacune, je pense qu'une fois qu'on est en poste et en CDI, on n'a aucun intérêt à ne pas le dire. Voilà, on n'a pas d'intérêt à ne pas le dire. Au contraire. Mmh. Super, merci. Mais dans ce cas-là, allez voir les RH, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en parler avec votre N+1 si vous pensez que c'est un peu touchy, les ressources humaines ou la médecine du travail, qui a quand même l'obligation du secret médical, qui vous pouvez très bien aller directement voir la médecine du travail et leur demander des recommandations que votre entreprise sera obligée de suivre. C'est des très bons conseils, que tu me donnes là. D'ailleurs, ça me fait penser en fait, enfin aujourd'hui, enfin pour resituer le contexte, parce que le podcast il est enregistré bien avant, sa publication. Du coup là, nous sommes le 21 mars et j'ai vu que, le Sénat il a rejeté, le congé, menstruel et du coup, enfin, Complètement. est-ce que tu pourrais nous en parler déjà, nous expliquer ce que c'est? Pourquoi tu penses qu'il a été rejeté? C'est quoi ton avis par rapport au congé menstruel? Ok, alors, c'est une question qui revient tout le temps. En fait, moi, je vais vous donner à tous la position qu'Endomind a et que je partage en tant que patiente. En fait, il faut savoir que dans le cadre de l'affection longue durée 31, les femmes dont l'état nécessite une absence euh, ont leurs absences prises en charge à 100%. En fait, pour nous, le combat, il est plus sur la reconnaissance en termes d'affection longue durée de l'endométriose enfin des douleurs en tout cas pelviennes et invalidantes, que du congé menstruel. Pourquoi? Parce que en tant que femme atteinte d'endométriose, on n'a pas envie de s'absenter. Enfin, personnellement, j'ai pas du tout envie de ne pas travailler. J'ai pas du tout envie de ne pas travailler à cause de mes règles. J'ai envie de travailler. J'ai envie d'être
considéré comme quelqu'un en bonne santé, qui n'a pas de problème et qui peut aller travailler tous les mois normalement. Donc le but, c'est quand même que la recherche sur l'endométriose soit développée, que les affections longue durée 31 soient octroyées aux femmes qui sont impactées dans leur quotidien par une maladie, que ça soit endométriose, que ça soit d'autres maladies chroniques qui peuvent être invalidantes, mais que ça ne soit pas systématique, parce que en fait, on demande aux entreprises aujourd'hui de porter une charge financière, parce que le congé menstruel, c'est pas l'État qui va payer pour l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui va être pris en charge à 100% par les entreprises. Donc qui vont impacter leurs bénéfices, qui vont impacter leur chiffre d'affaires. Donc en fait, il faudrait pas que ce congé, ça soit une double peine pour les femmes, c'est-à-dire que le recrutement des femmes soit chute, parce que si on le rend obligatoire, ça veut dire que les entreprises, elles vont faire des calculs. Elles vont calculer combien ça va leur coûter. Parce qu'on est dans une société où, oui, la santé financière d'une entreprise, ça compte, et que quelqu'un qu'on doit payer pour ne pas être là pendant 3 jours tous les mois, c'est un coût. Alors qu'aujourd'hui, ce coût, dans le cas des cas qui nécessitent une absence, c'est-à-dire des femmes qui sont vraiment handicapées par leurs règles, il est pris en charge dans le cadre de la LD 31 et donc par la sécurité sociale, à laquelle les entreprises cotisent pour leurs salariés. Donc c'est pour ça que c'est pas, en fait, on n'est pas opposé au congé mensuel, c'est pas du tout ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut aller au-delà de l'effet un peu buzz, c'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir à creuser et aller un peu plus loin dans la réflexion. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que les femmes qui souffrent de leurs règles de façon invalidante ne peuvent pas aller travailler, et ça, c'est une réalité. On est d'accord, il n'y a pas de problème. Ces femmes se forcent à aller travailler parce que sinon, elles ne sont pas payées. Donc, elles sont doublement impactées déjà par la douleur et par le fait que financièrement, elles se retrouvent à avoir un trou dans leur budget. Donc, la solution, c'est quoi ? C'est que ces femmes-là soient quand même prises en charge, écoutées et légitimées dans leur souffrance et dans leur absence, et que quand elles sont en incapacité physique d'aller travailler, qu'elles puissent être payées. Ça, c'est ce qu'on veut. C'est pourquoi on se bat. Mais il y a déjà des dispositifs qui existent, qui sont les affections longue durée, et qui doivent faire cette prise en charge. Et aujourd'hui, nous, ça fait plus d'1 an qu'on milite pour que l'endométriose soit inscrite à la liste des affections longue durée 30, donc pas 31, la liste principale, pour que les personnes, en fait, puissent pouvoir être en arrêt maladie pris en charge à 100% sans carence, voir leurs frais de santé pris en charge à 100% pour les consultations, les consultations récurrentes, etc. Qu'elles puissent bénéficier d'ateliers thérapeutiques patients sur tout le territoire, pris en charge à 100%, et que cette prise en charge ne soit pas laissée, comme ça l'est aujourd'hui, au pouvoir discrétionnaire des agences régionales de santé. En fait, il y a vraiment des choses qui sont sous-jacentes que le grand public ne sait pas, et qui sont hyper importantes, en fait. Oui, du coup, c'est pour ça que je suis très contente d'avoir cette discussion avec toi, parce que tu nous apprends plein de choses. C'est hyper enrichissant ce que tu nous dis, parce que du coup, si je comprends bien, le congé menstruel, vu qu'on va dire c'est on va dire à la charge des entreprises, je schématise comme ça, mais en fait, ça va être discriminant pour les femmes complètement. Au même titre que les femmes avec le congé maternité, déjà, c'est cause de grandes inégalités salariales entre femmes et hommes. Du coup, là, en fait, on en rajoute une couche si c'est eux qui ont ce pouvoir décisionnaire, quoi. En fait, on n'aimerait pas que ça soit une double peine, et qu'on est toutes en train de militer pour avoir les mêmes droits, les mêmes salaires, les mêmes avantages que les hommes, entre guillemets, mais que les êtres humains en général. En fait, on veut juste une équité. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va faire une généralité déjà d'une minorité, puisqu'aujourd'hui, il y a que 1 à 2 femmes sur 2 qui souffrent vraiment de ces règles, mais la plupart des femmes ne souffrent pas de leurs règles. La majorité des femmes ne souffrent pas pendant leurs règles, et heureusement, et donc ne sont pas dans l'incapacité d'aller travailler. Donc pourquoi est-ce qu'on ferait une généralité en mettant en place un congé menstruel, là où on pourrait juste harmoniser des critères d'attribution d'affection longue durée et prendre en charge celles qui en ont besoin? Ouais, c'est tellement plus logique.
Mais après, d'un côté, comme tu dis, c'est des combats qui sont portés par des personnes qui ne sont pas du grand public, justement. Du coup, c'est important de mettre en avant ce discours pour que tout le monde puisse sortir avec les clés et savoir comment agir, quoi. Et comprendre surtout, comprendre pourquoi est-ce que nous, en tant qu'association, on se positionne pas à 100% pourquoi on n'a pas décrié le rejet, parce qu'en fait, il y a un chantier en amont qui est beaucoup plus large et qui ne passe pas que par un congé menstruel, qui passe par le remboursement des soins, par les ETP, par etc., que, en fait, se limiter juste au congé menstruel dans le cadre de l'endométriose, c'est insuffisant. Parce qu'il n'y a pas que ça d'impacter et que via la reconnaissance plus large de la maladie au titre d'affection longue durée, on va beaucoup plus, on va pas tout solutionner hein, parce que les soins supports ne seront quand même pas remboursés alors qu'on sait qu'ils sont importants. Enfin bref, il y a d'autres sujets, mais on va dire que c'est limitant et ça peut potentiellement être discriminant et surtout ça ne concerne pas une majorité de femmes. Aujourd'hui, même en tant que patiente, je n'ai pas envie. Enfin, après, c'est assez personnel, mais je pense qu'il y a beaucoup de patientes qui sont dans mon cas où on aimerait vraiment fortement aller travailler tout le temps. On milite pas pour être au repos tous les mois. En fait, si on est au repos tous les mois, c'est parce qu'on a mal. Mais si on n'avait pas mal, on serait contente d'aller travailler. Oui, c'est comme tu disais, vous êtes handicapé, donc c'est pas de votre faute. Enfin, c'est comme ça, malheureusement, c'est des choses qui sont arrivées. Mais si on pouvait, on irait travailler parce que vraiment, notre but, c'est pas d'avoir systématiquement. Moi, quand ça allait et que je pouvais gérer mes douleurs, j'allais travailler. Et voilà, aujourd'hui, je vais travailler et avec plaisir et je suis contente de pouvoir le faire tous les jours et de pas m'arrêter. Mais le but n'étant pas de se dire de normaliser un état qui ne concerne que 10 à 20% de la population et surtout bah, normaliser ça et que ça impacte toute la population, c'est-à-dire toute la population féminine, c'est-à-dire ben, que on va moins recruter de femmes ou on va jouer là-dessus pour leur donner des salaires encore plus bas, enfin qu'on établisse des quotas parce que ben comme ça a un coût, ben va falloir quantifier. Alors on peut embaucher combien de femmes cette année parce que bon ça nous coûte tant donc on veut embaucher des femmes mais on est obligé de se limiter à 3 parce que si toutes les 3 elles ont des congés mensuels, comment on va faire? Ouais, c'est un vrai cercle vicieux. Donc voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire le buzz sur ce genre de fausses bonnes nouvelles et qui, on va dire, cherchent pas à aller un peu enfin, plus loin, mais après, ils n'ont pas les tenants et les aboutissants, et ils comprennent pas toujours bah, le fond du problème et le côté et l'éventail de choses derrière qui restent à faire et pour lesquelles il faut travailler, quoi. Ouais, je te rejoins complètement. D'ailleurs, pendant qu'on discutait, je me demandais vraiment où on en était là actuellement sur la recherche de l'endométriose. Je sais qu'il y a des tests salivaires qui sont prêts. Enfin bref, si tu pouvais nous expliquer un peu enfin, où on en sommes actuellement au jeudi 21 mars 2024, parce que d'ici que l'épisode soit publié ou que quand vous l'écoutiez, ce sera plus tardivement. Mais à l'instant T, où est-ce qu'on en est dans la recherche et bah, les tests salivaires enfin, moi j'ai ça en tête, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors aujourd'hui, le test salivaire, donc c'est un test qui a été primé par le prix d'innovation BFM TV il y a 2 ans, qui est commercialisé dans pas mal, enfin certains pays et remboursé en Suisse. C'est un test qui permet d'être diagnostiqué de l'endométriose en 10 jours, qui est fiable à 94-95%. Donc la fiabilité n'est absolument pas remise en question. Il y a eu des recommandations de la Haute Autorité de Santé en début d'année qui valident l'efficacité de ce test, mais qui se posaient la question de ce que ça allait impacter, enfin que ça allait changer pour dans la prise en charge des femmes atteintes d'endométriose. Est-ce qu'il était pertinent que les femmes sachent qu'elles sont atteintes, sachant que la prise en charge n'est pas optimale aujourd'hui? Suite à ces recommandations, nous nous sommes opposés en disant que c'était très grave de dire que on devait enfin, réfléchir à la pertinence d'avoir un diagnostic pour les femmes atteintes d'endométriose, parce qu'en fait, bien sûr que oui, c'est pertinent de savoir ce qu'on a. C'est pas une question, même si la prise en charge derrière elle est pas optimale, c'est pas une question. Enfin, et et donc suite à ça, il y a une annonce il y a 2 semaines, je crois, de la ministre de la Santé qui au final a fait un peu un rétropédalage parce que de base, la Haute Autorité de Santé positionnait le test salivaire en troisième intention,
c'est-à-dire après l'échographie pelvienne, après l'IRM et en troisième intention le test salivaire. Aucun intérêt, puisque bon. Mais là, la santé est revenue là-dessus en disant on le met en première intention et d'abord dans le cadre d'un forfait innovation pour 1000 patientes début 2025 sur ordonnance médicale quand il y a des signes d'endométriose et à terme en 2025 20 000 à 30 000 personnes remboursées à 100%. Voilà. En gros, c'est ça les dernières nouvelles. Donc, il y aura 20 à 30 000 femmes qui sont suspectées d'être atteintes d'endométriose qui pourront bénéficier de ce test salivaire remboursé à 100%. Nous, on trouve que les chiffres sont encore trop bas, mais c'est une première victoire parce que de base, c'était troisième intention et pas remboursé. Donc là, on est passé à première intention et remboursé pour 1000, puis 10 000, puis 20 000. Donc on espère qu'à force de faire bouger les lignes, on arrive à un meilleur remboursement, en tout cas que ça soit systématique, parce que ce qu'on mettait comme argument, c'est il faut arrêter de voir la médecine ou la prise en charge que d'un point de vue des centres experts, c'est-à-dire ou des grandes villes. Là, les régions, c'est pas que des grandes villes, c'est pas que des hôpitaux universitaires. Les régions, c'est très grand, très large. Ce sont des grands déserts médicaux et que quand une femme a des symptômes, elle a souvent pas trop de professionnels de santé formés dans son entourage. Que certes, avec les filières de soins, à terme, il y en aura de plus en plus, on l'espère. On fait tout pour que ce maillage il soit le plus fin possible et qu'on puisse avoir un maximum de professionnels de santé formés, mais on ne se leurre pas. On sait que ça va mettre du temps, c'est rentré dans les chapitres de médecine en 2020, donc les générations de médecins qui seront formés, elles vont sortir de médecine dans 7 ans. Donc peut-être les premiers, ça va être 2027-2028. D'ici là, il faudra bien trouver une solution pour lutter contre cette errance médicale et poser un diagnostic à toutes ces femmes qui souffrent. Et le test salivaire, aujourd'hui, il fait ce job. En tout cas, vous avez fait un super travail. Enfin, c'est génial d'avoir de l'impact pour la santé des femmes. Enfin, moi, je trouve ça très beau. Donc, bravo à toi, à toutes les personnes dans Domaine, à toutes les personnes qui se mobilisent, en tout cas pour ces causes, que ça me semble essentiel. Et c'est comme ça qu'on peut faire bouger les lignes, parce qu'ensemble, on est beaucoup plus forts et plus fortes pour, enfin, pour changer et transformer la vie des femmes, parce que comme tu dis, c'est hyper important qu'une femme le sache. Enfin, plutôt elle le sait, mieux c'est, parce qu'après, elle peut comprendre ce qu'elle a, elle peut trouver des solutions, et même si pour le moment, on ne sait pas encore comment soigner, guérir de l'endométriose, plus tôt elle en sera consciente, plus elle pourra plus elle pourra mettre des choses en place dans sa vie, quoi. Non, mais surtout que ce qu'il faut pas oublier, c'est que le fait de ne pas savoir rend la recherche de solutions plus compliquée. Parce qu'à partir du moment où la femme, elle sait qu'elle a de l'endométriose, elle va taper endométriose sur Google et elle va pouvoir chercher, elle va trouver des sites d'associations de patientes, elle va peut-être trouver des sites de filières de soins. Elle saura quoi chercher. Déjà, juste de savoir, c'est faciliter une recherche parce que l'errance médicale, elle vient du fait de ne pas savoir. Parce que pendant des années, les femmes ne savent pas. C'est ça le problème et c'est pour ça que c'est important de savoir parce qu'on dit oui, mais la prise en charge elle est mauvaise. Mais la prise en charge aujourd'hui, elle est mauvaise parce que les femmes ne savent pas. Pendant des années, on les balade entre gastro-entérologues, gynécologues, médecins traitants, kinés, etc. Et en fait, jamais personne ne pose le mot. Mais une fois que le mot il est posé, il y a quand même pas mal d'outils aujourd'hui et de choses sur lesquelles enfin, qu'on peut utiliser pour aller mieux. Aujourd'hui, on sait que l'alimentation anti-inflammatoire, ça joue. On sait que l'activité physique, ça joue. On sait que la méditation, la sophrologie, ça joue. L'ostéopathie, la kiné, ça joue. En fait, rien qu'avec un combo comme ça, les automassages, ça joue. Déjà, rien qu'avec ça, on gagne en qualité de vie. Complètement. D'ailleurs, ça me fait penser à une question. Est-ce que prendre la pilule, c'est quelque chose qui arrête l'endométriose, ou pas du tout, c'est un préjugé? En fait, aujourd'hui, on est en train, avec les dernières recherches et les dernières données qu'on a, aujourd'hui, on peut dire que on ne sait pas, on ne sait pas, on ne connaît pas l'impact de la pilule sur l'évolution de la maladie. On est quasiment sûr, enfin, beaucoup de médecins le disent en tout cas, que
ça n'a aucun impact sur l'évolution de l'endométriose. Ça a un impact sur la douleur, mais ça n'a pas d'impact sur l'évolution de la maladie. On ne sait pas si ça la freine, si ça l'augmente, non. On n'a pas de données scientifiques qui disent oui, la pilule stoppe l'évolution de l'endométriose. Il n'y a rien aujourd'hui qui dit ça. Et limite, il y a beaucoup de choses qui disent l'inverse. Enfin, qui disent pas que ça aide la progression, mais en tout cas qui disent que ça n'a pas d'impact particulier sur l'amélioration de la maladie, en tout cas. Ok, ouais, c'est bon à savoir. Du coup, Mais en tout cas, ça a un fort impact sur la douleur. Et étant donné que c'est le symptôme principal, ça aide énormément beaucoup de femmes à avoir moins mal, voire pas du tout mal sous pilule. ouais, c'est important de le savoir. Le temps passe très vite, c'était vraiment chouette de discuter avec toi. Du coup, ce que je te propose, c'est que tu me dises vraiment la conclusion, le mot de la fin, et après on passera aux dernières petites questions pour clôturer l'épisode. Alors, le mot de la fin, c'est garder espoir. Voilà, les femmes atteintes d'endométriose, gardez espoir. Vous n'êtes pas seules, et je le dis, vous n'êtes pas seules. On est de plus en plus nombreuses, et surtout, on nous entend de plus en plus. On fait beaucoup de bruit. On est très bruyante, et on continuera à être bruyante pour vous, parce que je sais que c'est pas facile de verbaliser et que beaucoup d'entre nous, dont moi, on est un peu cette mission et que voilà, ça me tient à cœur et on va continuer. Les choses bougent. N'hésitez pas à solliciter les associations de patientes pour si vous êtes perdu et si vous savez pas par quel bout commencer dans votre parcours de patiente. Et voilà, vous êtes surtout, enfin, vous n'êtes pas seule, vous n'êtes pas folle, et surtout, ce n'est pas la fin du monde. Voilà, c'est pas du tout la fin du monde. Ça va aller. C'est un très très beau message d'espoir, j'adore. Du coup, je peux envoyer avec mes dernières questions. Du coup, toi, qui sont tes modèles du coup sur le sujet de l'endométriose? Alors sur le sujet de l'endométriose, j'ai pas vraiment de modèle, je t'avoue. Je pense que j'ai pas de modèle, peut-être plus en termes de militantisme, etc. Oui, mais dans le sujet de l'endométriose, j'ai 38 ans, moi j'ai été diagnostiquée à l'âge de 27 ans, donc je fais quand même partie des anciennes, entre guillemets, enfin voilà, des dernières, on va dire, qui sont assez sollicitées sur leur parcours et tout. Mais dans le cadre de l'endométriose, non, j'ai pas de parcours, j'ai personne qui m'inspire plus. Je pense qu'on est toutes inspirantes et je pourrais pas donner une personne en particulier. Je pense qu'on est toutes inspirantes parce qu'on traverse toutes, on fait face à des choses tellement difficiles au quotidien que je pense qu'on est vraiment toutes inspirantes dans le cadre de l'endométriose. Donc je pourrais pas dire il y a quelqu'un en particulier qui m'inspire plus que d'autres, non. Je comprends et j'espère que pour nos éditeurs, auditrices, tu seras leur rôle modèle pour, heu, pour, heu, pour Ouais, bouger face à nation. après j'ai pas cette prétention franchement, et c'est pas du tout mon goal entre guillemets, je pense que mon rôle c'est de témoigner, ça c'est certain. Maintenant, je pense que j'aimerais que chaque femme atteinte d'endométriose puisse se sentir inspirée par elle-même. Et parce que juste en se concentrant sur tout ce qu'elle traverse au quotidien et ce pourquoi elle se bat au quotidien, c'est déjà hyper inspirant. Donc je pense que vraiment, si elle pouvait juste être fière d'elle-même et genre vraiment s'auto-congratuler et se dire je suis une bête de meuf et voilà, je suis trop fière de moi et c'est cool. Et ben en fait, moi, c'est plutôt vers ça que je tends, plutôt que d'être un rôle modèle. Oui, tu prônes l'amour de soi qui est très, très important parce que comme tu disais, heu, bah, ce que tu avais dit, c'était je trouvais ça hyper intéressant, c'est que tu pouvais pas aider les autres si tu t'es pas aidé soi-même et du coup, c'est hyper important et hyper porteur, et même pour soi, je pense qu'on est le héros, la héroïne de notre propre Mmh. vie, de notre propre histoire. Exactement. C'est exactement ça. Exactement. Du coup, quelles ressources tu pourrais recommander aux personnes qui nous écoutent? Dans le cadre de l'endométriose, Ouais, les associations de patientes, Endomain, Endo-France, mais Endomain de préférence parce que je suis d'Endomain, hein. Mais après, moi, je suis pour la collaboration et le travail ensemble, donc j'oublie pas mes confrères. Les autres ressources, c'est les filières de soins. Donc, tapez sur Google filière de soins endométriose et peut-être leur département
Et dans ce cas-là, ils vont trouver certainement un site internet avec une adresse mail à laquelle ils peuvent écrire, enfin elles, enfin, peuvent écrire euh, pour pouvoir avoir des infos ou peut-être des coordonnées de professionnels formés sur leur territoire. Et après, surtout, essayer de trouver une activité physique activité physique adaptée dans leur secteur. Pour ça, je n'ai pas vraiment d'infos, mais les associations de patientes et les filières vont recenser. Donc, je pense que, en fait, vraiment, association de patientes, filières, pour toutes les questions. Et après, elles sauront orienter parfaitement. Et après, hors question autour de l'endométriose, prise en charge et tout, les ressources, vraiment prendre soin de sa santé mentale et consulter un professionnel de santé, parce que même si j'ai quand même jeté la pierre aux aidants tout à l'heure en disant qu'il fallait qu'ils nous acceptent comme on est, ce ne sont pas des gens formés à prendre en charge notre santé mentale. Donc, prendre rendez-vous avec des personnes formées pour nous aider à aller bien dans notre tête. C'est très très bien dit. Et du coup, là, on passe à mes dernières questions. Du coup, que signifie le terme féminisme pour toi ? Alors, le féminisme, pour moi, c'est la volonté d'équité. Voilà, c'est la volonté d'équité. Je pense que c'est la volonté d'avoir les mêmes droits que n'importe quel être humain sur Terre. Peu importe son sexe, son origine, sa couleur de peau, son orientation sexuelle, ses choix religieux. En fait, c'est être féministe, et je le dis toujours, je sais pas que j'aime pas le mot féministe, mais le problème, c'est que il y a tellement de choses derrière qui sont mal dites, mal faites. J'adhère pas. Moi, j'adhère au fait que la Terre, l'univers soit juste envers tout le monde. Et voilà, moi, je travaille vraiment pour ça. Je veux avoir les mêmes droits que n'importe quel être humain. Et d'où que je vienne, qui que je sois, à capacité, par exemple, à diplôme égal, salaire égal, poste égal. Voilà. Et je trouve ça quand même grave qu'en 2024, on doive encore se battre pour ça. Mais bon, c'était un petit aparté. Mais être féministe, c'est vouloir être équitable et que la vie soit équitable et juste pour tout le monde. Je rejoins parfaitement ta définition. Merci de l'avoir partagé. Et la dernière question, qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe ? Qui j'aimerais voir au micro de Matrimoine féministe ? Parce que j'ai pas mal de nanas sympas dans mon entourage. Donc, elles sont tellement nombreuses. Honnêtement, je vais pas te donner de nom parce que j'ai Amandine Vanni qui est coach sportive et qui a une super histoire. J'ai Anou Gamel. Après, c'est des nanas qui entreprennent et qui réussissent. Après, j'ai Diljit, c'est une amie à moi qui est à New York, qui est maman et avocate et bref. Genre, j'ai trop de badass. J'ai Barbara qui a créé sa marque de vêtements. J'ai Myriam aussi qui a créé sa marque de vêtements pour Fighters. Tellement de badass dans mon entourage, c'est incroyable. En fait, elles sont toutes à intervenir au micro. Il y a trop de nanas incroyables dans mon entourage. Et c'est vraiment pour ça, je suis hyper chanceuse et hyper reconnaissante d'avoir des nanas comme ça dans mon entourage. En tout cas, je serais ravie du coup de les interviewer à mon micro, même si on a beaucoup, ça me fait pas peur, au contraire, je trouve ça génial. Bon, parfait. Bon, du coup, merci beaucoup Marie-Agnès pour ton temps, c'était un échange très enrichissant et encore une fois, pour moi, je t'ai trouvée très courageuse et comme toutes les personnes qui souffrent d'endométriose, donc continuez le combat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!